C'est le genre de choses que super. Donc, l'enregistrement est là. Donc, ça va être enregistré, ça va être mis en ligne demain sur notre site Internet par Geneviève, notre directrice de l'AQDC, dans 24 à 48 heures en ligne et aussi sur notre blog YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver là. On va avoir aussi un PDF de le PowerPoint qui vous est présenté aujourd'hui pour déjà ceux qui se posent la question. Ça va être disponible. Donc, Dr. Lalou vous l'offre. C'est toujours bien apprécié, ça aussi. Ensuite de ça, les questions vont être répondues à la fin pour aujourd'hui. Par contre, durant la rencontre, vous pouvez sans problème marquer vos questions dans le chat, puis moi, je vais les rassembler. Bien sûr, comme vous le savez, vous êtes nombreux à assister à la rencontre. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer de prendre celles qui résument un petit peu plus ce que tout le monde voulait demander, puis on va poser les questions à notre conférencière avec le temps qui va nous être permis à la fin. Ensuite de ça, toujours fermer votre micro durant la présentation, s'il vous plaît. Ne pas interrompre la conférencière, très important. D'ailleurs, c'est une professionnelle qui est là à la fin pour répondre à des questions en général et non à des questions individuelles qui sont trop personnelles à une personne, étant donné le grand groupe puis le style de conférence qu'on vous présente. Ce qui est plus individualisé doit être adressé malheureusement à votre médecin directement. Et ensuite de ça, je vais vous envoyer des ressources comme on fait toujours si jamais vous avez besoin de discuter avec des personnes par la suite, suite à la conférence. Je vous mets les ressources sur le chat. On va avoir aussi un sondage de satisfaction qu'on vous invite à répondre parce qu'on fait ça pour vous. Fait que c'est important de savoir si vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, si vous avez des demandes spéciales. Donc, gênez-vous pas pour répondre à notre sondage à la fin. Et sur ça, je regarde s'il me reste une petite technicalité à vous dire, mais je pense qu'on a fait le tour. Pour ceux que ça demanderait, le chat, il est où? Il est toujours à côté de la liste. Si vous regardez à votre droite ou à votre gauche, vous avez le chat ou sinon dans les onglets en bas, il est marqué chat. Vous cliquez dessus, vous pouvez écrire, ça va apparaître sur le chat. Donc, c'est la façon de pouvoir nous communiquer. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente conférence provinciale avec Dr. Alain Lalou. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente d'avoir été invitée. Puis merci à toutes les personnes présentes, un peu des quatre coins du Québec. Je m'appelle Ala Lalou, je suis médecin de famille. Je suis en pratique depuis déjà 21 ans. J'ai une pratique mixte. J'ai longtemps fait des soins palliatifs, travaillant en clinique de la douleur. Actuellement, je fais surtout de la médecine familiale générale, de l'enseignement, mais aussi une clinique de gestion de poids. Puis aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir parler d'alimentation, de poids et de douleurs chroniques avec une perspective de médecin de famille, mais aussi avec toute mon expérience comme médecin qui a fait de la clinique de la douleur et actuellement comme médecin qui fait beaucoup de gestion de poids. Euh, Médicalement, toute conférence, on a l'obligation de déclarer les conflits d'intérêts. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec des sociétés commerciales qui vendent des médicaments ou des choses de la sorte. Par contre, je suis la créatrice et l'animatrice du podcast Poids Science et Pleine Conscience et je suis l'autrice du guide d'auto-soin Optimise ton poids qui est en vente. Donc ça, c'est mes conflits d'intérêts personnels. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va d'abord commencer par décrire le lien entre l'alimentation et la douleur chronique, donc comprendre comment l'alimentation peut influencer la douleur chronique et vice-versa. On va aussi prendre le temps de parler du lien entre le surpoids et la douleur chronique. Et finalement, on va conclure en parlant de stratégies alimentaires qui sont favorables tant à la gestion de la douleur que de la gestion du poids. J'espère que ces objectifs vous conviennent. Première chose, j'imagine que la majorité des gens qui sont là aujourd'hui vivent avec de la douleur chronique ou ont des membres de leur famille qui vivent avec de la douleur chronique. Je vais revenir rapidement sur la définition. Donc, on parle d'une douleur qui dure depuis plus de 3 mois. Et on ne parle pas d'une douleur unique. Il y a plusieurs types de douleurs qui sont considérées chroniques. Des fois, ça peut être vraiment le corps, les muscles, les os qui font mal, comme l'arthrose, la fibromyalgie. Des fois, ça peut être de la douleur neuropathique, donc des nerfs qui sont douloureux ou endommagés, comme après un zona, des hernies discales, une sténose spinale. Des fois, ça peut être des douleurs plus au niveau des viscères, des organes intérieurs, comme il peut être le cas avec un syndrome du côlon irritable ou des problèmes d'adénomyose ou par exemple d'endométriose. Et malheureusement, des fois, c'est des douleurs mixtes ou plusieurs types de douleurs mélangées et qui coexistent chez la même personne. La chose qui est importante à comprendre, si vous vivez avec de la douleur chronique, c'est qu'il n'y a pas
une solution magique ou une solution miracle qui règle la douleur. C'est un phénomène de santé qui est très complexe et donc qui nécessite une approche complexe, multimodale. Quand on dit multimodale, c'est que oui, certains médicaments peuvent aider, mais il y a d'autres approches qui vont aider. Ça peut être de la physio, de l'ergothérapie, des accompagnements psychologiques. Aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement alimentaire. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'à la base, la douleur, elle a plusieurs causes biologiques, la douleur chronique. On peut parler d'inflammation du corps, donc inflammation des articulations, mais ça peut être aussi la neuroinflammation, donc une inflammation au niveau du système nerveux qui peut donner ces douleurs-là. On sait que les personnes qui vivent avec de la douleur chronique ont un système nerveux au niveau central, donc au niveau du cerveau, mais aussi les nerfs périphériques qui peuvent être perturbés. On sait que les personnes qui vivent avec la douleur chronique peuvent avoir des perturbations de leur microbiote intestinal. Le microbiote, c'est quoi? C'est les milliards de bactéries qui vivent à l'intérieur de nos intestins, de notre bouche et qui vont influencer autant l'inflammation, la neuroinflammation et la transmission douloureuse. Et finalement, on sait aussi qu'au niveau cellulaire, au niveau de toutes les cellules de notre corps, on a des petites usines d'énergie qui s'appellent des mitochondries. Et chez certaines personnes prises avec la douleur chronique, ces mitochondries peuvent mal fonctionner. Comment est-ce que tout ça est interrelié? Ben, quand on parle de microbiote, quand on parle d'inflammation, quand on parle de mitochondries, tout ça est en lien avec l'alimentation. Et là, on va prendre quelques minutes de plus pour regarder comment ce lien se crée. C'est quoi les liens qu'on a avec notre alimentation moderne et actuelle et la douleur chronique? Première chose qui est vraiment fascinante, c'est de réaliser que l'augmentation de la douleur chronique dans la population, elle est vraiment parallèle à l'augmentation des autres maladies chroniques qui sont reliées au style de vie et à l'alimentation. Puis la question, c'est de se poser, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation transformée qui cause toutes les autres maladies chroniques quand on parle de diabète, d'hypertension, de problèmes de cholestérol, de maladies cardiaques? Et on sait qu'il y a un lien direct avec l'alimentation, mais ça semble être peut-être un peu moins évident pour la douleur. Est-ce que c'est le même lien? Et est-ce que, si c'est vrai qu'il y a un lien entre l'alimentation et la douleur chronique, est-ce qu'on peut effectuer des modifications alimentaires pour mieux gérer la douleur? C'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors, quand on regarde aujourd'hui, on vit dans un environnement alimentaire qui est très différent de ce qu'il y avait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne mangeaient pas ce qu'on mange aujourd'hui. C'est quoi les grands coupables? Si j'ose parler de coupables, ben, c'est les aliments transformés et ultra transformés qui ont explosé dans les 50 dernières années. C'est des aliments qui sont habituellement très riches en sucre et en glucides, qui sont très riches en gras inflammatoires, qui ont beaucoup d'additifs, qui n'ont pas beaucoup de protéines et qui n'ont pas beaucoup de micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. Les autres types d'aliments, vous allez dire même moins transformés, qui peuvent aussi causer des douleurs, c'est les aliments qui ont des grains entiers et des légumineuses. Pourquoi? Parce que ces aliments, chez certaines personnes, et je ne dis pas chez toutes les personnes, mais chez certaines personnes, il y a des protéines spécifiques qu'on appelle des prolamines, comme le gluten ou la gliadine, et des lectines, qui vont causer plus de réactions immunitaires et inflammatoires. On voit ça, comme je vous ai dit, avec les grains entiers, avec les légumineuses, mais aussi les produits laitiers qui contiennent une protéine qui s'appelle la caséine, qui, elle, peut être inflammatoire, encore là, chez certains individus. Pas chez tout le monde, mais certaines personnes qui sont prônes et sensibles. Dans notre alimentation moderne, une chose qui est certaine, c'est que les glucides et les sucres sont partout. On en consomme en quantité industrielle, on en surconsomme et ces aliments-là vont nuire premièrement à notre microbiote intestinal. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que quand le microbiote intestinal est perturbé, ça cause de l'inflammation. Ça change la manière dont notre cerveau et notre système nerveux perçoit la douleur. L'autre chose avec ces aliments-là, c'est qu'ils vont activer l'inflammation par d'autres mécanismes. Finalement, il y a aussi, excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée.
Le sucre, vous savez comment on crée du caramel? Donc, on a du sucre qui s'attache à certaines choses, ça devient gluant. Ben, la même chose arrive dans notre corps. Le sucre va coller à des protéines, ça va causer ce qu'on appelle la glycation. Excusez-moi. Et cette glycation, ça va comme caraméliser différents endroits du corps et ça va causer des douleurs, autant au niveau des nerfs qu'au niveau des articulations, qu'au niveau des muscles. Finalement, les sucres sont aussi nuisibles. Pourquoi? My God, je ne m'attendais pas à m'étouffer sur ma salive, mais excusez-moi. Les sucres vont aussi faire en sorte que les petites usines d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les mitochondries, ça va nuire au fonctionnement des mitochondries. Et ça, là, on a des mitochondries partout dans le corps, mais surtout dans nos muscles. Et quand ces mitochondries ne fonctionnent pas adéquatement, ça peut causer des douleurs au niveau musculaire. Un autre coupable, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, les aliments transformés. De nos jours, on consomme beaucoup de gras inflammatoires. Alors, ces gras-là, ça peut être des gras saturés ou polyinsaturés. On les voit dans certaines viandes animales ou certains produits animaux, d'origine d'animaux, là. Mais c'est surtout au niveau des huiles industrielles, comme l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, les pépins de raisin, le soya. Et donc, ces huiles qui sont hautement transformées vont perturber, là encore, le microbiote intestinal. Ils vont créer des réactions d'oxydation et d'inflammation. Et ils vont débalancer notre système qui contrôle l'inflammation vers une situation où l'inflammation est augmentée. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que les gras qu'on consomme, ils vont aussi être intégrés dans notre corps. Ils vont faire partie de notre structure corporelle. Notre cerveau est fait à 80% de gras. Si les gras qu'on consomme ne sont pas de bonne qualité, ça va perturber le fonctionnement du cerveau, ça va perturber le fonctionnement du système nerveux, ça va perturber le fonctionnement des mitochondries et des cellules et ça va occasionner encore là des douleurs par ces mécanismes. Les additifs alimentaires qu'on trouve dans ces aliments transformés ont aussi des conséquences néfastes. Quand on mange un aliment transformé, son objectif, c'est d'être vivant sur les tablettes pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ces substances additives qu'on cause, soit pour maintenir la qualité et le goût, soit pour garder les couleurs, soit pour garder le goût pendant très longtemps, c'est des substances qui sont toxiques pour les bactéries qu'on a dans notre système, donc ils vont nuire au microbiote intestinal. Et certains de ces additifs-là ont un effet neurotoxique. Ça veut dire qu'ils vont agir sur notre cerveau et ils vont perturber son fonctionnement. Qui dit perturbation du cerveau va faire en sorte que toute la régulation des mécanismes douloureux va être aussi perturbée. Finalement, les aliments transformés, c'est des aliments qui sont vides de nutriments. Ils sont faits pour être consommés rapidement, pour nous donner du plaisir et du goût, mais ils ne sont pas vraiment nutritifs. Ils manquent souvent de protéines. Le manque de protéines à long terme, excusez-moi, le manque de protéines à long terme va causer la fonte des muscles, qu'on appelle en médecine la sarcopénie. Quand nos muscles sont moins solides, ben, nos articulations sont plus irritables, nos muscles sont plus douloureux. Le manque de protéines va aussi affecter toutes les protéines qui fonctionnent dans notre cerveau, qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui nous permettent de réguler notre humeur, qui vont aussi nous permettre de réguler la transmission de douleurs. Donc, quand on manque de protéines, ces deux fonctions majeures vont être affectés. Il y a aussi d'autres manques qui vont arriver, des carences en fer, des carences en vitamine D, des carences en magnésium, qui elles aussi vont être nuisibles au contrôle de la douleur par notre corps. Donc, en résumé, quand on mange une alimentation moderne avec des aliments transformés, la quantité de sucre qu'on mange est trop élevée, la quantité de protéines qu'on mange est trop basse, on manque de nutriments, toutes ces choses mises ensemble vont nuire à notre microbiote, à notre système inflammatoire et vont augmenter notre perception douloureuse.
Mais le lien, il est dans les deux sens. Notre alimentation va influencer notre gestion de douleur, mais quand on est en douleur, on peut aussi manger moins bien. Pourquoi? Parce que quand on a de la douleur chronique, ça peut atteindre notre fonctionnalité. Donc, on peut avoir plus de difficultés au niveau physique pour préparer des repas. On peut avoir des problèmes au niveau cognitif, les médicaments ou même la douleur elle-même peut faire qu'on est en sorte qu'on est plus ralenti. C'est plus difficile pour nous de planifier des repas, de faire des courses, de cuisiner. Et donc, pour certaines personnes, tout ça va faire en sorte qu'elles vont manger plus d'aliments transformés, plus d'aliments déjà tout prêts pour faciliter la tâche. Mais malheureusement, comme j'ai expliqué, ces aliments sont nuisibles pour la douleur. Un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est ce que j'appelle l'alimentation d'apaisement. Plusieurs personnes qui vivent avec une douleur chronique en voient leur humeur affectée. Les gens deviennent des fois plus déprimés, plus anxieux. Et pour s'apaiser, ils vont chercher des aliments qui vont amener l'apaisement. Et ces aliments sont souvent riches en sucre, souvent riches en gras. Et ça peut encore, là, comme je vous ai expliqué, nuire à la régulation de la douleur. Ça devient comme un cercle vicieux. Pour d'autres, c'est le contraire. La douleur va nuire à leur appétit. La perte d'appétit va faire en sorte qu'ils vont manger moins et à cause de ça, manger moins de protéines, amener plus de dénutrition, plus de carences alimentaires, plus de fatigue musculaire car on a moins de muscles et donc exacerber les douleurs. Finalement, pour plusieurs personnes, la douleur chronique, ça signifie qu'on ne peut pas travailler ou qu'on ne peut pas travailler autant. Il peut y avoir un impact financier et des fois, pour manger, il faut faire des priorités. On va manger ce qui coûte moins cher et souvent, c'est des aliments de moins bonne qualité ou qui sont trop transformés. Donc, comme je vous ai dit, le lien, il est bidirectionnel. L'alimentation peut nuire à la douleur chronique et même la créer, mais la douleur chronique peut faire aussi en sorte qu'on mange moins bien et là, on tombe dans un cercle vicieux. Maintenant, on va passer à autre chose. Quand on mange moins bien, pour certaines personnes, il n'y a pas d'impact sur le poids, mais pour d'autres, malheureusement, ce type d'alimentation va aussi créer du surpoids. Et effectivement, moi, comme médecin qui gère le surpoids en clinique, je vois un grand lien entre le surpoids et la douleur chronique. Ce que les études montrent, c'est que 40% des patients qui vivent avec l'obésité souffrent de douleurs chroniques et 80% de patients avec certains types de douleurs chroniques, si on prend pour exemple la fibromyalgie, souffrent d'obésité. Et ce qu'on sait, c'est que le plus la personne est en surplus de poids, plus que son IMC ou indice de masse corporelle est augmenté, plus la douleur peut être sévère. Et on sait que chez les personnes qui ont et du surpoids et de la douleur chronique, la combinaison des deux va nuire à leur état fonctionnel et à leur qualité de vie de manière disproportionnée. Donc, c'est important aussi de comprendre c'est quoi ce type de relation-là. Fait que le surpoids va contribuer à la douleur chronique à différents niveaux. Il y a des facteurs qu'on appelle biomécaniques, donc la mécanique du corps. Il y a des facteurs métaboliques. Encore là, il y a des facteurs inflammatoires. Il y a des perturbations du microbiote qui sont reliées au poids, qui vont encore là augmenter l'inflammation. Puis il y a des enjeux plus au niveau psychologique et sociaux. Au niveau biomécanique, qu'est-ce qui arrive? Le plus on pèse lourd, le plus il y a de stress au niveau de certaines articulations quand on pense aux chevilles, aux genoux, aux hanches. Donc, ça augmente le risque de développer de l'arthrose, bas du dos, etc. L'autre chose, c'est que quand on fait du surpoids, on est plus à risque de faire de l'apnée du sommeil et les troubles du sommeil reliés au surpoids vont impacter négativement la perception douloureuse. Autre facteur, c'est les facteurs métaboliques. Le plus on est en surpoids, le plus on a ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline et le plus nos sucres vont être élevés dans le sang et le plus on va avoir cette espèce de, comme je vous ai expliqué, de caramélisation qui est en réalité de la glycation. Et ça va impacter et les articulations, les nerfs, les fascias, les muscles, les tendons, donc plus de douleur. On peut aussi avoir des atteintes cardiovasculaires, donc le cœur, les vaisseaux peuvent être atteints. Là, à ce moment-là, il peut y avoir plus de difficultés au niveau de la circulation. On peut avoir des douleurs d'origine vasculaire, on peut avoir des œdèmes qui aussi augmentent les douleurs au niveau du corps. Finalement,
Le gras, c'est pas un tissu juste de protection. Le gras, c'est un tissu qui est actif. Il produit des substances inflammatoires, qu'on appelle en médicalement des interleukines. Et ces substances inflammatoires vont partout dans le corps et augmenter les douleurs, malheureusement. On a parlé du microbiote. Les personnes en surpoids vont avoir un microbiote qui est perturbé. Et encore là, ça va déclencher tout ce qu'on a discuté plus tôt, l'inflammation et l'auto-immunité. Finalement, ce qui n'est pas négligeable, c'est les facteurs psychosociaux. Pourquoi? Ben, parce qu'en réalité, quand on est en surpoids ou en obésité, puis qu'on a de la douleur chronique, ça, c'est ce qu'on voit au-dessus de l'iceberg. C'est ça que les gens vont dont les gens vont me parler au bureau. Mais quand on creuse plus bas, ben, on voit qu'il y a d'autres enjeux sous-jacents. Ça peut être de la dépression, de l'anxiété, du TDAH, des troubles alimentaires, des troubles d'usage de substances. Ça peut être aussi des problèmes de santé physique, de diabète, de syndrome de côlon irritable. Et des fois, si je creuse un peu plus bas, ben, je trouve qu'il y a des choses comme le trauma. Donc, tous ces impacts-là, ça crée encore là un espèce de cercle vicieux. Quand on regarde, c'est vraiment difficile de dire est-ce que c'est quoi l'œuf et c'est quoi la poule? Est-ce que c'est le surplus pondéral qui cause la douleur chronique? Est-ce que c'est la douleur chronique qui cause le surplus pondéral? Ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui sont en bas du iceberg, comme la génétique, le trauma, l'alimentation, la sédentarité ou les problèmes du microbiote qui causent les deux de manière simultanée? Comme j'ai dit tout à l'heure, les choses ne sont pas simples, elles sont bidirectionnelles. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. On a dit que l'obésité peut causer de la douleur, mais la douleur peut aussi contribuer au surpoids. Pourquoi? Ben, quand on a mal, pour plusieurs personnes, on développe ce qu'on appelle de la kinésiophobie. Ça veut dire la peur du mouvement. On a peur de bouger pour pas avoir mal, alors qu'on sait que c'est le contraire qu'il faut faire. Mais les gens ont quand même peur des fois de bouger, de se reblesser, d'avoir plus mal. Et cette sédentarité va abaisser la masse musculaire, ça va abaisser le métabolisme de base. Et même si on mange pas plus, vu que nos dépenses énergétiques sont diminuées, on va se mettre à engraisser tranquillement pas vite. L'autre chose, comme j'ai dit, on peut avoir une atteinte fonctionnelle. Des fois, c'est difficile de cuisiner, fait que c'est plus facile de prendre du prêt-à-manger, puis on l'a dit, le prêt-à-manger, les aliments transformés, souvent vont avoir une combinaison d'aliments qui sont obésogènes, qui vont créer de l'inflammation et de la prise de poids. On a parlé aussi de l'atteinte de l'humeur. Quand on a mal, on peut aller chercher de l'alimentation d'apaisement. Cette alimentation d'apaisement, elle n'est pas seulement inflammatoire, elle est obésogène. On va manger des aliments très riches en sucre, en gras et je donne des exemples des chips, du chocolat, des choses comme ça qui vont nous apaiser sur le moment, mais qui à long terme vont nous causer un surplus de poids. Puis finalement, un aspect qui est pas vraiment beaucoup connu ou discuté, mais c'est que les médicaments qu'on donne pour la gestion du poids, que moi je prescris, ben, peuvent vous causer une prise de poids. La majorité des médicaments pour la douleur chronique, puis je veux pas là que vous quittiez cette conférence en disant My God, c'est ça le problème. Non, on les arrête pas, mais il faut prendre conscience que certains médicaments qu'on peut prendre pour gérer la douleur peuvent engendrer un changement au niveau métabolique et peuvent même faire prendre 5 à 10 du poids en moyenne. Encore là, on a mal, on prend du poids, plus on prend du poids, plus on a mal, et il faut qu'on puisse couper ce cercle vicieux-là. Je vais prendre une seconde pour vous parler d'une condition particulière. Peut-être que vous en avez entendu parler dernièrement parce qu'il y a un livre qui est sorti sur le sujet. Mais moi, dans ma clinique de gestion de poids, c'est très fréquent que je rencontre des gens qui viennent pour perdre du poids, qui ont un diagnostic, entre guillemets, de fibromyalgie, mais quand je les examine, je réalise que c'est pas de l'obésité, deux, c'est pas de la fibromyalgie, c'est du lipédème. Le lipédème, c'est une maladie très particulière, je vais revenir là-dessus, qui est une maladie d'inflammation du tissu gras. Les gens vont surtout avoir ce dépôt de tissu-là sur les jambes. Donc, les gens vont dire, moi, depuis que je suis jeune, mes jambes ont toujours été de manière disproportionnée, plus larges que le restant de mon corps. Le gras est douloureux, donc des fois, les gens vont avoir un diagnostic de fibromyalgie parce que malheureusement, beaucoup de médecins ne connaissent pas cette condition-là. Ils vont dire aux gens, mais t'es en surpoids, perds du poids. Ah, et en plus, t'as mal, c'est de la fibro. Par contre, ça peut être du lipédème. Et moi,
je, je veux vraiment sensibiliser les gens par rapport à ça parce que c'est pas la même approche pour le lipédème que pour l'obésité en général et pour la gestion de la douleur, on a d'autres stratégies à mettre en place. Plus la maladie est avancée, plus la douleur est importante. Et encore là, comme je vous ai dit, le gras est surtout au niveau des cuisses, des jambes et des fois au niveau des bras. Et c'est un gras qui est très nodulaire, qui est très douloureux, où les gens se font des bleus facilement. L'autre chose qui est importante, c'est de comprendre que c'est vraiment une maladie qui est génétique, qui atteint surtout les femmes. On parle de 10 à 15 des femmes qui sont atteintes. C'est une maladie qui fait en sorte que le tissu est différent. Il y a une cicatrisation qui bloque la circulation sanguine et lymphatique. Le tissu est fibrosé. Dans cette image, vous voyez la différence entre du gras normal, qui a l'air un peu comme du beurre ou du lard, puis le gras du lipédème, qui lui a beaucoup de fibrose, il y a beaucoup de nodules dedans. Quand je vous parlais tout à l'heure des gens qui sont plus au courant, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Guylaine Gay, qui est quand même une figure emblématique au Québec. Et elle a écrit un livre récemment qui s'appelle Corps gras, qu'elle a diffusé, qui parle justement du lipédème et de l'approche qui est différente. Elle parle de comment on peut y faire face avec une alimentation hypo-inflammatoire, avec des bandages ou des habits compressifs, les massages de drainage lymphatique, l'activité dans l'eau, puis d'autres traitements comme l'hydroliposuction. Je vais utiliser un petit exemple clinique. Peut-être que certaines personnes entre vous vont se reconnaître là-dedans, mais l'idée, c'est juste pour dire comment est-ce que moi, dans mon bureau, j'approche ce genre de situation. On va prendre un cas fictif, mais c'est un cas qui ressemble à tellement de gens que je peux voir dans mon quotidien. On va parler de Julie. C'est une femme de 52 ans qui vient consulter chez moi en clinique de gestion de poids, mais qui a de la fibromyalgie. Elle a dit qu'elle a développé des douleurs chroniques après la naissance de son premier enfant autour de l'âge de 29 ans. Elle a commencé, suite à son accouchement, à sentir plus de douleurs articulaires, musculaires, même sa peau était plus sensible. Et finalement, après des années, on lui a diagnostiqué une fibromyalgie. Elle avait aussi des symptômes de côlon irritable, elle a aussi un peu d'anxiété. Et à travers les années, son médecin lui a prescrit des antidépresseurs, des médicaments pour la douleur chronique. Et au départ, ça l'a soulagée quand même bien, mais avec le temps, et surtout à l'approche de la ménopause, elle trouvait que ces médicaments étaient de moins en moins efficaces. L'autre chose, c'est que Julie, c'est une femme qui est quand même intelligente, allumée, qui voulait améliorer sa santé. Donc, elle a décidé, après des années, de manger une alimentation, disons, standard. Et après avoir développé du diabète de grossesse, elle a décidé d'aller vers une alimentation végétarienne, faible en gras. Et au départ, ça avait aidé un peu à perdre du poids. Ça n'a pas vraiment aidé. Et elle trouvait que plus ça avançait, plus elle avait du tissu graisseux, surtout dans les cuisses et les bras. Puis, même si elle faisait très attention, elle mangeait que des grains entiers, elle mangeait beaucoup de fruits, elle mangeait quand même quelques tomates et poivrons, elle mangeait beaucoup de tofu, des légumineuses, elle voyait pas d'amélioration. Elle me dit que peut-être qu'elle pense avoir pris du poids à cause des chips et du popcorn qu'elle prend le soir en écoutant la télé, mais elle fait pas ça tous les soirs. Et pour elle, elle ne comprend pas, et de un, pourquoi elle continue à prendre du poids, et de deux, pourquoi sa douleur empire avec le temps. Elle vient me voir parce qu'elle veut vraiment reprendre sa santé en main. Elle dit que sa qualité de vie est très atteinte par la douleur. Il y a plein de choses qu'elle aimerait faire qu'elle est plus capable de faire. Elle a vraiment mal aux genoux. Elle dit que ça l'inquiète. Elle peut pas prendre des longues marches avec son conjoint. Elle s'isole de plus en plus parce qu'elle trouve pas ça le fun de sortir quand elle a mal. Elle trouve aussi que ça a un impact sur sa vision d'elle-même, sur sa libido, sur son couple. Et là, lors de la consultation, elle me pose la question si elle pense que je pourrais lui recommander une alimentation hypotoxique ou anti-inflammatoire qui pourrait l'aider et avec sa douleur et avec sa perte de poids. Puis elle me dit qu'elle est vraiment perplexe parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent sur Internet, elle trouve tellement de choses contradictoires, elle ne sait pas où donner de la tête. Fait que le cas de Julie ressemble à probablement votre cas, peut-être pas, mais souvent ce qu'on va voir, c'est trois choses communes: douleur chronique, prise de poids, difficulté à contrôler les symptômes par les médicaments seuls. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que les stratégies alimentaires peuvent aider?
Fait que déjà, historiquement, Hippocrate, là, 370 ans avant Jésus-Christ, disait que ton alimentation soit ta première médecine. On sait aujourd'hui qu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur comment gérer la douleur et le poids avec des changements alimentaires. Beaucoup d'articles de nos jours, quand on fait une revue de littérature scientifique qui dit effectivement, changer l'alimentation peut améliorer la douleur chronique avec ou sans perte de poids. Et donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est les différentes stratégies. Peut-être que vous les avez déjà mis en place, peut-être que vous êtes en train de vous informer parce que vous voulez avoir une approche différente, mais on va y aller à étape par étape sur chaque stratégie qui existe. Fait qu'une des stratégies qui est la plus simple et qui a été démontrée à pouvoir aider potentiellement la douleur, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est très à la mode de nos jours, tout le monde en parle, on voit pas beaucoup ça dans les réseaux sociaux, dans les magazines. Qu'est-ce que la science nous dit? Ben, couper le temps pendant lequel on mange au lieu de grignoter toute la journée en soirée, c'est vraiment de couper le temps dans lequel on mange. On mange juste 8 heures par jour et on se donne un repos digestif pendant une période de 16 heures. La science nous montre que ça diminue l'inflammation, ça diminue la résistance à l'insuline, ce qui améliore la santé de nos cellules et de nos petites usines d'énergie qu'on appelle les mitochondries. Ça aide à, encore là, guérir le système nerveux, autant central que périphérique. Ça augmente la réparation du système nerveux et ça permet aussi l'autophagie. L'autophagie, c'est quand notre corps reconnaît les cellules anormales qui ne vont pas bien puis qui va les éliminer en priorité. Donc, peu importe comment vous choisissez de manger, vous pouvez réduire votre fenêtre alimentaire et manger pour une durée maximum de 8 heures. Et tranquillement, pas vite, vous allez voir des bénéfices au niveau de votre énergie, au niveau de votre poids, idéalement, et même au niveau du contrôle de la douleur. Les études ont montré qu'une des meilleures alimentations pour la gestion de la douleur, c'est l'alimentation méditerranéenne. En quoi ça consiste? Ben, autour de la Méditerranée, dans des petits villages en Espagne, en Italie, en Grèce, les gens ne mangent pas transformés comme nous. Ils vont pas dans des supermarchés où il y a du pain industriel puis des chips à tour de bras. Ils vont manger des aliments qui viennent du petit marché local. Fait qu'on élimine les aliments transformés, ultra transformés. On va prioriser des aliments naturels avec des gras sains, des légumes, des légumineuses, des protéines de bonne qualité, du poisson, de la volaille, des grains entiers. Le bénéfice de toutes les autres alimentations, c'est que c'est la moins restrictive. Il y a quand même pas mal de variétés. Si on mange une alimentation méditerranéenne, on sait dans les études que ça va baisser l'inflammation. Ça a un bénéfice au niveau de la santé cardiovasculaire, puis il y a des études qui ont été faites qui démontrent que c'est une bonne approche, par exemple, pour la fibromyalgie. Le problème, par contre, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que les glucides, le gluten peuvent causer de la douleur, mais l'alimentation méditerranéenne contient quand même pas mal de glucides et de gluten, et elle contient aussi les lectines. Les lectines, c'est les petites protéines dont je vous ai parlé qu'on peut trouver dans les légumineuses, puis certains légumes comme les poivrons, les aubergines, les tomates. Fait que quel autre type d'alimentation peut aider? Il y a quelques études sur l'alimentation végétarienne. On élimine les aliments d'origine animale. Les bénéfices, encore là, ça peut diminuer l'inflammation, ça peut améliorer la santé métabolique. Vous vous rappelez comment je vous ai dit, la résistance à l'insuline, ça cause des troubles au niveau des cellules, des mitochondries. Ça, là, ça peut l'améliorer. Il y a encore là des études qui ont été faites pour la fibromyalgie. Mais le problème, c'est que quand on mange végétarien, souvent, on va pas manger assez de protéines. On a beaucoup trop de glucides. Fait que si notre corps est vraiment en résistance à l'insuline, c'est peut-être pas le meilleur choix. Encore là, il y a beaucoup de lectines, de gluten, de prolamine qui, eux, sont pro-inflammatoires. Et malheureusement, si on prend pas les suppléments nécessaires, on est à risque de développer des carences, comme les carences en vitamine B, en fer et certaines vitamines qui sont liposolubles dans le gras. Fait que c'est une approche qu'on peut essayer. C'est pas une approche qui est parfaite, mais il y a des études qui ont démontré que chez certaines personnes, ça peut améliorer la douleur.
Ensuite, il y a une autre alimentation qui est quand même pas mal à la mode, quoique ce que je dirais, ce que les gens voient dans les médias sociaux, c'est pas vraiment la vraie alimentation cétogène. Je vous dirais que je vais retourner là-dessus. Donc, l'alimentation cétogène, c'est quoi? C'est qu'on va éliminer les aliments qui sont riches en glucides et on va optimiser la quantité de protéines de gras qu'on mange. Cette alimentation fonctionne très bien pour la gestion de poids. Pourquoi? Parce que quand on baisse les glucides, on va baisser l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui nous aide à stocker du gras. On veut perdre du poids, on doit baisser notre insuline, donc manger moins, donc le jeûne intermittent, et baisser les glucides, ça aide à perdre du poids. Ça va aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces glucides-là ont, comme je vous ai dit, du gluten, des lectines, etc. Ça a aussi un effet anticonvulsivant. Les corps cétoniques qui sont produits enlèvent c'était initialement pour ça que ça a été créé l'alimentation cétogène dans les années 1920. C'était le seul traitement avant l'existence de médicaments qu'on pouvait utiliser pour traiter l'épilepsie. Et ça a aussi un effet antidépresseur. Fait que c'est quoi les médicaments qu'on utilise en douleur chronique? Les anticonvulsivants et les antidépresseurs. Fait que naturellement, votre corps va produire des corps cétoniques qui vont agir comme les médicaments qu'on utilise en douleur chronique. Le problème avec l'alimentation cétogène, encore là, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'alimentation parfaite, c'est qu'on a encore des lectines. Les lectines, c'est les petites protéines qu'on voit dans certains légumes. Il y a encore des produits laitiers. Pour certaines personnes, la caséine est inflammatoire. Et le problème, le gros problème, c'est que l'alimentation cétogène, comme on la connaît aujourd'hui, elle est très déformée. Les gens vont prendre beaucoup d'aliments transformés, dits céto. Les gens vont dire, ah, j'ai mangé beaucoup de bacon, je comprends, mais le bacon est un aliment transformé. Il ne va pas aider à l'inflammation. Donc, si on mange surtout des viandes comme du poisson, du poulet, de la volaille, des fruits de mer, de la viande qui est pas trop grasse, qu'on mange des œufs, du fromage de qualité, de l'huile d'olive, des bons légumes, oui, c'est une bonne approche. Mais se remplir d'aliments transformés cétogènes, ça va pas nécessairement aider. Et quand je parle d'alimentation cétogène, il y a des dizaines d'études de nos jours qui montrent que c'est efficace pour la fibromyalgie, les migraines, les douleurs neuropathiques chroniques. C'est même utile pour les problèmes cognitifs, autant chez les personnes jeunes, c'est le brouillard cognitif qu'on peut avoir en douleur chronique, mais aussi chez les personnes âgées. Donc, l'avant-dernière type d'alimentation dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire ou le protocole AIP. C'est vraiment une alimentation où on va retirer les aliments qu'on considère inflammatoires et immunogéniques, donc les aliments qui vont partir l'inflammation dans le corps. Ça a plusieurs noms différents. En France, ça s'appelle le régime signalé. Au UK, au Royaume-Uni, c'est le GAPS. Aux États-Unis, Canada, on appelle ça le paléo-AIP. Et en retirant les aliments inflammatoires, on diminue l'inflammation. On permet au système intestinal de s'améliorer, au microbiote de s'améliorer. On va diminuer les cascades de l'auto-immunité. Le problème, encore là, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'alimentation parfaite. C'est une alimentation qui est quand même très restrictive, avec un protocole d'éviction très, comment dirais-je, organisé et un protocole de réintroduction aussi. C'est pas tout le monde qui est formé pour ce type d'alimentation. Donc, on peut pas juste aller voir n'importe quel charlatan qui se déclare expert de l'AIP en ligne et lui demander de nous accompagner. Donc, on peut pas juste faire ça tout seul. Il faut être accompagné, mais il faut être accompagné par les bonnes personnes, des gens qui ont eu la formation. Ensuite, je dirais l'alimentation la plus restrictive, mais qui peut être extrêmement salvatrice pour certains patients, c'est ce qu'on appelle l'alimentation carnivore stricte. Des fois, les gens disent, oh my God, ça, c'est très intense, mais on enlève toutes les sources végétales. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont leur système digestif qui est très endommagé à cause des lectines, à cause des prolamines, etc. C'est une alimentation qui va beaucoup diminuer l'insuline, donc qui va aider à la gestion du poids. Il y a des personnes qui avaient des maladies inflammatoires réfractaires qui ont
complètement amélioré leur situation avec ça. Il y a des gens qui sont en rémission de certaines maladies auto-immunes et inflammatoires, mais encore là, rien de parfait. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'études scientifiques qui sont faites. On en parle dans les médias sociaux, il y a un gros hype là-dessus. Et encore là, il y a des risques quand même de carence si on ne fait que manger des produits d'origine animale. Donc, j'ai fait le tour de tous les types de modifications alimentaires. Il n'y en a pas une qui est parfaite. En résumé, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que c'est toutes ces alimentations en commun, c'est qu'elles vont réduire les aliments transformés et ultra transformés. Elles vont réduire la quantité de sucre qu'on consomme. Elles vont réduire les gras inflammatoires. Et il n'y a pas une qui a été comparée à l'autre pour dire c'est qui la meilleure. Moi, je préconise beaucoup l'alimentation cétogène avec mes patients en surpoids et en douleur chronique. Pas cétogène strict, mais cétogène assez, je dirais, flexible. La chose la plus importante, c'est d'adopter une alimentation qui va correspondre à vos préférences individuelles et culturelles. Et il y a tellement de manières de le faire. Il n'y a pas une seule bonne manière, mais juste prendre conscience que c'est important de réduire les aliments transformés, de réduire le sucre et de prendre des gras non inflammatoires. C'est déjà un excellent début si vous voulez faire ces modifications. Bien évidemment, mes patients me disent, oui, docteur Lalou, je vous entends, je vous écoute, mais, j'ai de la misère à cuisiner. C'est difficile pour moi. Comment je vais faire avec des aliments qui ne sont pas transformés? Oui, docteur Lalou, j'aimerais ça manger plus de protéines, mais ça coûte cher. D'autres fois, les gens sont simplement résistants au changement. Les gens vont me dire, j'ai vécu comme ça toute ma vie, c'est pas à 70 ans que je vais changer. Des fois, les gens me disent, oui, j'aimerais changer, mais où est l'information fiable? Il y a tellement de choses sur Internet, tellement d'excès d'informations que je suis confus. Donc, j'accompagne les patients. C'est sûr que je peux pas accompagner tous les patients du Québec, mais je leur dis souvent, si vous voulez pratiquer un changement, la première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que, avant de chercher à guérir quelqu'un, on lui demande est-ce qu'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade? Donc, enlever les affaires inflammatoires. Les gens vont dire, ouais, mais j'adore le pain, je peux pas enlever le pain, j'aime tellement le pain, je comprends. Mais est-ce que tu aimes la douleur? Est-ce que tu aimes ton surpoids? Il faut vraiment choisir, on peut pas tout avoir. Donc, je vais juste conclure, il me reste 2 minutes, assez pour vous donner des conseils pratiques. C'est des conseils généraux. Je suis pas votre médecin, je connais pas votre dossier, mais si vous deviez faire des petites modifications qui s'appliquent à tout le monde, ça serait quoi? Première chose, réduire la consommation des aliments transformés. Optimiser l'apport en protéines, idéalement de qualité, mais en protéines. Optimisez l'apport en légumes et fruits selon vos tolérances. C'est sûr que si vous avez des intolérances digestives à cause d'un côlon irritable, il faut faire attention aux FODMAP et aux glycotoxines. Choisir des sources de gras non inflammatoires. Qu'est-ce qu'on favorise? L'huile d'olive, l'huile d'avocat, certaines noix. Certaines noix ne sont pas tolérées chez certaines personnes, ça leur donne des symptômes digestifs, et des poissons gras, comme le saumon par exemple. On veut aussi réduire les glucides et choisir des glucides non transformés. Là encore, il faut faire attention au gluten et aux glycotoxines. Et on veut favoriser l'hydratation avec des boissons non sucrées, faire très attention aux édulcorants. Les faux sucres peuvent nuire au microbiote intestinal. Des fois, les gens disent, docteur, j'ai arrêté de boire du Pepsi, je prends du Pepsi Diet, je comprends, mais les conséquences au niveau du microbiote sont pas bonnes. Vraiment, on veut favoriser l'eau. C'est l'eau qui est la meilleure pour notre santé. Il y a aussi certains suppléments qui peuvent être bénéfiques. Comme je vous ai dit, certaines personnes ont développé des carences nutritionnelles. On sait que les personnes en surpoids, en douleur chronique, souvent ont des carences en vitamine D. Ça peut être utile. Les oméga-3 peuvent être utiles. Le magnésium en forme de biglycinate peut être utile. Certaines personnes ont des problèmes dans la méthylation de la vitamine B, donc la vitamine B méthylée peut être utile. Chez certaines personnes, les probiotiques peuvent être utiles. Le curcuma, le coenzyme Q10, l'acétylcarnitine chez les personnes qui ne mangent pas du tout de viande, donc les personnes végétariennes. Je peux pas vous conseiller personnellement, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné par des personnes fiables. Puis des fois, les gens disent, ouais, mais mon médecin ne s'y connaît pas. C'est sûr, les médecins ne savent pas tout sur tout, mais des fois, des nutritionnistes spécialisés en douleur
chronique, ça existe. Il y a aussi des coachs spécialisés en AIP qui ont fait toute la formation, qui ont les connaissances. Il y a des gens qui sont formés en médecine fonctionnelle ou intégrative qui vont avoir les connaissances par rapport aux modifications nutritionnelles qui peuvent vous aider. J'arrive au bout de mon temps. On va retourner à Julie. Julie, je l'ai aidée en recommandant toutes ces choses-là. Elle a augmenté ses protéines. Elle a commencé à manger plus d'œufs et de poissons. Elle voulait pas manger de viande et de poulet, mais elle a accepté de manger des œufs et du poisson. Elle a changé l'huile qu'elle consommait. Elle a arrêté l'huile de canola et passé à l'huile d'avocat. Et elle commençait à prendre des comprimés d'oméga 3 qui l'ont aidée. Elle a diminué ses glucides et elle a diminué les glucides transformés. Elle a essayé de réduire les légumineuses, je pense, parce qu'elle avait une sensibilité aux lectines. Elle a pris de la vitamine D, du magnésium au coucher. Elle a commencé tranquillement, pas vite, à perdre du poids, voir une amélioration de la douleur. Mais il y avait une douleur résiduelle et elle a finalement décidé par elle-même d'aller voir une coach AIP qui l'a aidée. Donc voilà, j'ai fait ça en moins que 45 minutes parce qu'on a commencé avec quelques minutes de retard. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Je suis prête à accueillir vos questions si vous en avez. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je sais que notre animatrice avait parlé de ressources. Il y a le site Gérer ma douleur qui a un excellent document qui s'appelle Alimentation et douleurs chroniques que vous pourriez télécharger de leur site. Moi, j'ai laissé mes références ici, mais je suis prête à prendre vos questions. Merci beaucoup, Docteur Lalou, pour votre conférence. Avant de prendre les questions, je vais juste cesser l'enregistrement.